À la une ce soir, le comité François Fillon en ordre de marche unis derrière le candidat. Ses soutiens martiniquais ont affiché leur unité ce matin malgré les déboires judiciaires de leurs favoris. Vous le verrez. Jean-Michel Baillet au Marin pour le deuxième jour de sa visite. Le ministre de l'Aménagement, de la Ruralité et des Collectivités locales a fait une annonce, 2 millions d'euros pour les projets de développement du port de la commune. La Sopamar toujours mobilisée contre l'usine Albioma. Ses militants ont emmené ce matin un convoi entre Fort-de-France et Trinité pour tenter de sensibiliser la population. Un convoi qui s'est également arrêté devant les grilles de la préfecture. Enfin le sport, avec entre autres l'Open de Caraïbes en karaté et les compétiteurs martiniquais en bonne voie pour ravir le titre à la Guyane. Résultat en fin de votre tranche info dans le journal des sports, le Sport Week-end présenté par Caril Chassol. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre journal que vous pouvez suivre également en direct sur notre page Facebook. Unité, les soutiens de François Fillon n'avaient que ce mot à la bouche ce matin lors d'un rassemblement. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les représentants du candidat espèrent toujours une victoire malgré les déboires judiciaires. Le comité qui face aux journalistes prône la pédagogie pour sortir de la tourmente. Voyez le reportage de Guy-Raphaël René. Je crois en notre candidat, je crois en François Fillon, je crois que c'est un homme honnête. Malgré les déboires de François Fillon, la confiance reste intacte au sein de son comité de soutien local. Un comité composé entre autres de jupéistes, sarkozystes, centristes, avec aussi la participation de Miguel Laventure des FMP. Le choix maintenant est fait et que nous sommes avec François Fillon. Une famille recomposée qui aujourd'hui a mis de côté les divergences idéologiques pour faire front derrière le candidat de la droite et du centre. Il y avait des idées différentes, il y avait des programmes différents au niveau de la primaire. Aujourd'hui, de toutes les façons, c'était le mot d'ordre des Républicains. Je suis une républicaine au plus profond de moi-même. Et le principe était de se mettre derrière le candidat. François Fillon a gagné, donc nous sommes avec François Fillon. Et le piège, c'était de ne pas faire ce que nos adversaires socialistes ont fait, exploser le Parti socialiste en 1000 morceaux. C'était de rassembler. Nous nous sommes exprimés pour choisir un candidat. Nous l'avons choisi et nous nous y tenons. Si l'unité est le mot d'ordre à quelques semaines du premier tour, il s'agira pour ce comité de redorer l'image de son candidat auprès de la population. Nous irons, comme je l'ai dit ce matin, à la rencontre de chaque électeur. Aucune commune nous manquera pour présenter le programme, discuter avec eux, échanger avec eux, parce que c'est l'avenir de la Martinique et l'avenir de la France qui est en jeu. Et je ne doute pas qu'ils sauront faire preuve de discernement. François Fillon l'a dit, il n'a rien fait, si vous voulez, d'illégal. Il reconnaît une faute morale, mais rien n'empêchera aujourd'hui à l'équipe François Fillon de porter sa parole auprès des électrices et des électeurs martiniquais. Le premier tour aura lieu le samedi 22 avril en Martinique. D'ici là, François Fillon pourrait se retrouver face à la justice en cas de mise en examen le 15 mars prochain. On poursuit avec cette promesse, 2 millions d'euros pour l'aménagement du port du Marin. Engagement ce matin de Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement, de la Ruralité et des Collectivités locales, en visite dans la commune. Le reportage de Yohan Boulard. On met le nœud face au public. Sur l'appontement du Marin, on s'affaire ce matin. Sous une pluie battante et sous escorte de personnalités locales, Jean-Michel Baillet est reçu par le maire, souvenir en main. Nous étions jeunes et beaux. Voilà. Les deux hommes avaient déjà collaboré en 1992. Ensemble, ils avaient posé la première pierre de l'édifice, devenu aujourd'hui le port du Marin. Après les retrouvailles, embarquement immédiat pour une navigation dans les eaux marinoises, au programme évaluation des avancées en termes d'infrastructure et discussion de financement. Il est rare dans la vie publique que l'on ait le privilège, 25 ans après, de pouvoir venir constater le résultat. Ça me fait beaucoup de plaisir quand je vois comment Rodolphe Désiré a atteint ses objectifs. Il a développé une industrie nautique tout à fait formidable. Le Marin est devenu le premier port de plaisance, non seulement de la Martinique, mais pratiquement de la Caraïbe. Le port accueille 60 000 plaisanciers par an. 450 emplois ont été créés sur la zone. Le ministre s'est engagé à débloquer une enveloppe de 2 millions d'euros pour que la commune poursuive l'organisation du mouillage ou encore les installations du front de mer.
promesse méritée selon la municipalité. C'est reconnaître que finalement au Marin il y a un travail qui est fait d'ouverture de la Martinique vers la mer. Alors là c'est effectivement la plaisance, mais c'est aussi le transport maritime. Ici il va y avoir dans quelques mois 3 ou 4 transports vers Sainte-Lucie et même probablement dans quelques temps vers Saint-Vincent. La subvention devrait aussi permettre à la municipalité d'atteindre ses objectifs internationaux. Et de faire du Marin un port d'excellence, c'est-à-dire respectant les normes environnementales et, au niveau européen, mais au niveau caraïbe. La visite de Jean-Michel Bellet s'est achevée par un tour au marché à la rencontre de la population et sur un rendez-vous surprenant. Je reviendrai dans 25 ans pour constater, j'ai calculé, c'est 2042. Donc on a rendez-vous en 2042. Avant de s'envoler pour l'Hexagone. En bref, cet accident mortel, un homme victime d'une chute d'arbre lors d'une opération d'élagage ce matin au Saint-Esprit. Malgré les tentatives de réanimation, des secours rapidement arrivés sur place, l'homme est décédé. On apprend ce soir qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. La Sopamar, toujours mobilisée contre l'usine Albioma, opération Molokoï ce matin, je vous le disais, entre Fort-de-France et Trinité. Les militants écologistes espèrent toujours l'arrêt du projet. Alvin Courcy. Que tout le monde sensibilisé par rapport au fait que préféré à violer la loi pour Albioma. De Dillon à Trinité, les membres de la Sopamar ne renoncent pas au combat. Après avoir tenté d'empêcher l'acheminement des pièces jusqu'à l'usine Galion 2, aujourd'hui, le collectif se fait à nouveau entendre. Nous avons en ce moment au tribunal un dossier qui a été refusé. L'autorisation d'exploiter par Albioma a été refusée et que malgré ça, les appareils pour le fonctionnement de l'usine continuent à fonctionner. Donc aujourd'hui, nous disons non carrément parce que ce projet n'est pas viable pour la Martinique et c'est pour cette occasion que nous devons descendre sur Trinité afin de sensibiliser vraiment toute la population au danger que représente cette usine Albioma. Le 4 octobre dernier, le tribunal a en effet rejeté l'autorisation que le préfet avait donnée à Albioma pour exploiter l'unité de cogénération au Galion. Après avoir ralenti la circulation dans le centre de Fort-de-France, la caravane s'est arrêtée devant la préfecture. Des revendications que les Martiniquais sont prêts à entendre. On a des maladies qui s'accentuent jour en jour, donc il faudrait savoir d'abord. Bon, s'ils manifestent, c'est pour une raison. Il faut quand même protéger la nature, donc moi je suis pour en fait, ils ont raison. Bon, quand les paramètres ont été étudiés, je pense que bon, si c'est bon on peut le faire, si c'est pas bon, on doit l'annuler. En fin de matinée, la Sopamar a terminé son convoi à l'entrée du Galion. En plus de risques pour la santé, son président estime qu'il y aurait des moyens plus écologiques d'alimenter les moteurs de l'usine. Ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'on ne va pas vers la souveraineté énergétique prévue par la COP21, on rend la Martinique encore plus dépendante puisqu'il faut importer du bois pour le faire brûler ici. Ça n'a pas de sens. Alors que nous avons 2400 hectares de toiture en Martinique, il suffit de 800 hectares en énergie solaire et nous comblons les besoins énergétiques de l'île. En plus, nous avons une diminution de la population avec des besoins qui diminuent. Nous avons une baisse de 2% par an des besoins énergétiques. Donc il n'y a pas d'empressement à faire cette usine. En attendant la réponse de la Cour d'appel de Bordeaux, ni le préfet ni Albioma ne se sont exprimés à la suite du convoi. La Sopamar, quant à elle, promet de continuer le combat si aucune réponse ne lui est fournie. On reste dans le social avec une fin de conflit en vue à la Poste. Syndicats et direction se sont quittés tard hier soir avec la promesse d'un protocole d'accord qui pourrait être signé lundi. La grève de la Poste, je vous le rappelle, a commencé en début de semaine. Plusieurs bureaux étaient restés fermés depuis. Restez avec nous à suivre votre JT des communes du samedi. Ce soir, direction Trinité, visite de l'usine du Galion qui fait parler d'elle cette semaine. Et puis, une balade à la découverte des vestiges de fonds Cérémo. Mais d'abord, la semaine du handicap, elle commence demain en Martinique. Et pour en parler, nous recevons ce soir Stéphanie Norca. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission Action sociale, gérontologie et personnes en situation du handicap. Donc je vous disais, la semaine du handicap commence demain
en Martinique. Première question, à quoi sert cette semaine du handicap? Alors cette semaine du handicap est une manière en fait de valoriser les actions qui se font sur le territoire en faveur des personnes en situation de handicap. Mais c'est aussi une manière de montrer comment nous, collectivités territoriales, donc CTM, est impliquée sur la question du handicap. Donc un certain nombre d'actions sont réalisées, des rallyes, des villages, des formations, etc. seront pontés sur ce village et sur cette manifestation d'une bonne semaine, du 12 au 18. Donc la population tout entière est invitée à voir ce qui se fait, surtout sur la question de l'accès aux droits. Donc il y aura une journée lundi sur la question de la maison départementale des personnes handicapées, notamment, qui est le pilier sur la question de l'accès aux droits. Donc nous avons décidé qu'il faut chaque année honorer la question du handicap et valoriser ce que font nos personnes en situation de handicap sur le territoire martiniquais. Alors la CTM hérite donc des prérogatives de l'ex-conseil général dans le domaine du handicap. Il devait y avoir un schéma d'action pour les personnes en situation de handicap et notamment pour l'autonomie. Qu'en est-il de ce schéma? Alors ce schéma était à l'initiative de notre collectivité. Donc nous avons pris le temps avec pas moins de 300 participants réunis dans 5 groupes depuis mars de l'année dernière où nous avons lancé les travaux du schéma. Et ça nous permet en fait de réunir tous les institutionnels, les associations, ceux qui représentent aussi les personnes en situation de handicap sur le territoire et ensemble de converger vers une réflexion commune et créer un aménagement du territoire qui soit le plus optimisé qui soit. Donc on a compris que c'est dans la mutualisation et dans la transversalité que nous pouvons répondre efficacement aux attentes des personnes en situation de handicap. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons déjà bien abouti. Donc aujourd'hui, les conclusions de ce schéma apparaîtront vers le mois de juin de cette année et les premières pierres, entre guillemets, apparaîtront à compter de septembre. Alors ce schéma, justement, il vise à quoi? Créer des structures, proposer des aménagements au sein des communes, des trottoirs, des accès pour les personnes handicapées. Alors ça va vraiment au-delà de cela, parce que si on a pris le temps de réunir plus de 300 personnes, 5 groupes de travail, c'est qu'on veut vraiment aller au plus près des besoins des personnes en situation de handicap. Pour faire clair, aujourd'hui, la collectivité territoriale, son budget qui est à peu près de 1,5 milliard. Aujourd'hui, les solidarités, c'est 400 millions d'euros. Le volet dédié aux personnes en situation de handicap, c'est 110 millions. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire seul. C'est dans la concertation avec d'autres partenaires, parce que de toutes les façons, la collectivité, sur ses prérogatives propres, genre foyer de vie, foyer d'hébergement, sur le volet adulte handicapé, nous intervenons sur la prestation de compensation du handicap, 22 millions pour à peu près 2500 bénéficiaires. Donc vous faites un peu le ratio, vous voyez le volume de prestations que nous distribuons chaque année. Si on regarde la prestation de compensation du handicap, que tout un chacun sache ce que fait la collectivité, pour une personne qui est à domicile 24 heures sur 24 tous les mois pour la collectivité. Pour cette seule personne, c'est entre 8 000 et 9 000 euros. Alors voilà pour l'argent dépensé, mais au niveau des structures, notamment handicap, des personnes handicapées mentales également. Alors justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collectivité intervient exclusivement sur le domaine des personnes, des adultes handicapés. Ça, c'est le domaine exclusif. Sur le volet hébergement, accueil de jour, etc. Mais nous partageons cette compétence aussi avec l'ARS sur le volet santé. Donc, on a une collaboration conjointe avec les services de l'État. Donc, ensemble, nous menons un certain nombre d'actions. Une action forte, par exemple, celle de la réponse adaptée pour tous. Aujourd'hui, nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises. Normalement, au mois prochain, le 20 avril de cette année, nous aurons à présenter à l'ensemble des partenaires qui concourent à la prise en charge des personnes handicapées, de l'ensemble des moyens que nous mettons à leur disposition, surtout pour les situations particulières. Donc aujourd'hui, sur le volet du handicap, par exemple, la première structure sur la prise en charge du handicap psychique et mental, la toute première ouvrira ses portes à la fin de ce mois et ça sera sur le Saint-Esprit. Donc au fur et à mesure, la collectivité, bien sûr, avec les dotations dont nous bénéficions, on déploie un certain nombre d'actions et on essaie d'être le plus efficace possible. Alors, dernière question, on parle souvent du vieillissement de la population martiniquaise. Est-ce que la CTM appréhende déjà cela? Parce que quand on parle de vieillissement de la population, il y a aussi donc des personnes en situation de handicap qui vont arriver. Alors, à travers le schéma de l'autonomie, je ne l'ai pas dit au préalable, ça dit qu'on a compris que le dénominateur commun sur la question
question de l'autonomie, du vieillissement et de la question du handicap, c'est la question de l'autonomie. Donc le schéma de l'autonomie que nous développons à la collectivité territoriale, eh bien, tout simplement, on prend aussi bien en compte le volet dépendance, le volet des personnes en situation de handicap, mais aussi la question du vieillissement. Donc on a compris que c'est cette transversalité-là qui nous permet, quelqu'un qui est bien portant aujourd'hui, par un accident de la vie, eh bien, se retrouve en situation de handicap, et aussi la question de l'autonomisation de nos personnes âgées. Et à côté de cela, une dernière chose, et je crois que c'est important de le dire, nous avons aussi créé la conférence des financiers de la prévention de l'autonomie. Donc à cela, la collectivité est associée, les services de l'ARS, la Caisse générale de sécurité sociale et aussi les caisses de retraite complémentaires. Donc c'est vous dire que nous travaillons avec l'ensemble des partenaires qui concourent à la prise en charge tant du vieillissement que du handicap. Pour terminer rapidement, les temps forts de cette semaine du handicap qui commence demain. Alors demain, il y a un grand rallye découverte des institutions dans un premier temps. Donc ça nous permet un petit peu de savoir ce qui se fait. Il y a 3 grands villages qui sont importants parce que je crois que la question de la bientraitance, ça c'est fondamental. Sur la question du handicap visible et invisible aussi, il y aura un village qui se tiendra si ma mémoire est bonne, à Rivière-Salée, au Hall des Sports, et aussi à Trinité et sur Fort-de-France. Donc un certain nombre de thématiques seront abordées, la question de l'art aussi, la question du handicap, la question de l'handisport. Donc pas mal de choses seront mises à l'honneur et ça nous permet de montrer ce que tout un chacun fait sur le territoire martiniquais en faveur du handicap. Merci Stéphanie Norca. C'est moi qui vous remercie D'avoir accepté notre invitation ce soir. On poursuit ce journal direction la Guyane à la découverte du village des Trois Palétuviers situés au fin fond de la forêt guyanaise. C'est un reportage d'Ayo Délé-Germain. Les premiers rayons du soleil percent la brume du matin sur le fleuve Oyapock. Le village des Trois Palétuviers prend vie peu à peu. Il y a 65 ans, c'est par le fleuve Oyapock que le premier chef du village découvre cet endroit rêvé, propice à l'installation de sa famille. À 45 minutes de pirogue de la commune de Saint-Georges, le point de repère pour y revenir est devenu le nom du village. C'est le premier chef qui était créé le village, c'est lui qui mit le nom du village Trois Palétuviers parce qu'il y avait trois puits de Palétuviers près de la rivière. C'est pour ça. Avant, le village il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait à peu près 3 maisons, mon grand-père et mon père et ses familles. De 5 individus au départ, le village compte désormais 180 habitants, dont plus de la moitié a moins de 18 ans. Le hameau fonctionne en quasi-autonomie. 2 pompes solaires permettent de faire remonter l'eau des puits vers le château d'eau. Un groupe électrogène alimenté par 50 litres de gasoil par mois permet aux familles de faire fonctionner leurs appareils. Il y a monsieur le maire qui nous a dit que peut-être bientôt il pourrait faire des plaques solaires pour tout le village, pour toute la maison qui est dans le village. C'est ça qu'il a dit, mais je ne sais pas quand. Mais il a promis ça déjà, il a promis tout ça. Pour la nourriture, la table des villageois est en partie garnie grâce à l'agriculture vivrière, à la chasse et à la pêche. Lucas Alex est le beau-fils du chef. Originaire du village Favard de Roura, il vit ici 3 semaines par mois. Lucas regrette la disparition progressive des modes de vie traditionnels amérindiens. Je me sens bien dans ma peau, et dans mon corps, que d'être amérindien, de connaître un peu la forêt, la nature, l'agriculture, tout ce qui est pêche, chasse, tout ça, quoi. Il n'y a pas grand monde. Maintenant, la plupart des jeunes amérindiens, ils ne vont pas à la chasse, ils ne vont pas à la pêche. Et ça commence à s'entraîner de se perdre dans la nature, quoi. C'est pour ça que maintenant, les Amérindiens ils sont plus focalisés sur l'allocation familiale, tout ça, quoi. Le fleuve comme unique accès, la forêt en guise de rempart, le village des Trois Palétuviers est un îlot de tradition au cœur de l'Amazonie. Voilà pour cette belle découverte à suivre dans votre journal, votre JT des communes. Ce soir, Hubert Bornil nous amène dans la commune de Trinité à la découverte donc de l'usine du Galion et également des vestiges de Font-Cérémaux. Regardez.
Bonsoir à toutes et à tous. Dans le viseur cette semaine, la commune de Trinité. La Trinité, comme on l'appelle, principal pôle administratif de la zone nord-atlantique. Une attractivité quelque peu menacée cependant par ses voisines, le Robert et Sainte-Marie. La Trinité a visité absolument le château du Buc où nous sommes, la mangrove autour, le quartier Tartane, réputé pour ses nombreux marins-pêcheurs, l'usine du Galion qui espère cette année recueillir environ 60 000 tonnes de cannes. Et puis à Trinité, lorsque vous y venez, forcément vous allez rencontrer les grands hôtels, l'activité touristique est assez prospère. À déguster à Trinité, bien sûr, le fameux trempage. Moun Trinité nous dit bonsoir. Le Galion, la toute dernière unité sucrière de la Martinique, son avenir serait-il incertain ou compromis? En tout cas, juste avant l'ouverture de la récolte, le matériel devenu obsolète est tombé en panne. Pourtant, ses responsables veulent y croire encore. Les détails avec Loïc Régis. Cela fait 152 ans que l'usine se dresse à l'entrée de la commune de Trinité, au quartier Galion. Aujourd'hui, la structure est en danger. Certaines machines vieillissantes menacent de s'arrêter à tout moment. De nombreux planteurs ont confié leurs inquiétudes à Eustache. Il travaille ici depuis 35 ans. C'est lui qui enregistre les livraisons. Nous sommes constamment en relation et ils nous font part de leur inquiétude par rapport à ce problème de chaudière qui dure. À savoir si la chaudière tiendra toute la campagne afin de pouvoir livrer la totalité de leur canne. Une panne d'envergure a retardé l'ouverture de la récolte de la canne. La chaudière, indispensable au fonctionnement de l'usine, a frôlé l'explosion. Âgé de 28 ans, sa durée de vie touche à sa fin. Deux hypothèses sont envisagées pour assurer la continuité de l'activité. L'achat d'une autre chaudière, il faut compter entre 10 et 17 millions, même plus près de 17 millions, ou le raccordement à une centrale thermique. Enfin, moi, je ne sais pas. Nous allons voir avec notre actionnaire principal et on verra bien dans quelle mesure, en tout cas, l'usine pourra continuer à broyer de la canne. Sauf que pour le moment, aucune décision n'est prise. La centrale Albioma, en construction à proximité, tiendrait la corde pour relayer la vieille chaudière. Reste à convaincre les responsables politiques. La CTM est actionnaire majoritaire de l'usine du Galion. Il faudrait que ce soit le plus vite possible. Puisque si nos équipements actuels nous donnent des signes de faiblesse, plus on tarde, plus ça va devenir critique. Donc le plus tôt sera le mieux, mais encore une fois, permettez-moi de ne pas me substituer à ceux qui ont ce pouvoir de décision. Un projet qui divise. Si certains s'y opposent formellement, Albioma trouve aussi des adeptes. Florent Grabin est président d'une association écologique. Pour lui, c'est la seule solution. Le temps de commander une chaudière, ça demande pratiquement 20-22 mois. Le temps de l'installer, et entre-temps, ceux qui produisent de la canne font quoi? Là, aujourd'hui, nous avons une chaudière qui est à côté, qui est beaucoup plus moderne que celle-là. Il faut urgemment mettre en service cette unité. Quand on regarde cette usine, au niveau de sortie de fumée, c'est 75 fois moins. Et au niveau consommation d'eau, c'est 28 mètres cubes d'eau pour Albioma et pratiquement 360 mètres cubes pour le Galion. Depuis quelques années, la production est en diminution. L'usine du Galion produit 3000 tonnes de sucre par an, là où la Martinique en consomme 14 000. Mais la seule sucrerie de l'île reste un partenaire privilégié pour une centaine de planteurs. Un véritable moteur de la filière canne. Sur la route de Tartane, nous sommes juste en face de ce qu'on aime appeler ici Font-Célémo, un lieu chargé de mysticisme, des sentiers, des paysages à découvrir absolument. Alors si vous êtes du genre à aimer découvrir la forêt, c'est parti pour une marche, un parcours d'environ 4 km en compagnie de José Le Chertier. Pour découvrir les charmes de la Trinité, il faut pénétrer au cœur de Font-Célémo. À l'époque, ce lieu apprécié des Trinitéens était très fréquenté. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais avec ma famille pique-niquer sur cette plage. Une belle plage, la mer est calme, un beau fond marin et tout. Et puis le fond existait toujours et la mare était au moins 5 fois plus large que ce qu'on a vu cet après-midi et beaucoup plus clair. Et les gens y venaient toujours. À l'abandon, ce site cache les vestiges d'un four à chaux.
Impuissant face à l'érosion, c'est avec une pointe de déception qu'Emmanuel voit ce patrimoine s'en aller. C'est un domaine qui appartenait, comme pratiquement les 2 tiers de Trinité, à la famille Dubuc. D'ailleurs, il y a sur la caravelle, pas moins d'une bonne demi-douzaine de fous comme ça, et cela c'était l'un des derniers. Et les vraiment dommages qui sont tombés il y a à peine 2 ou 3 ans. Tout comme Emmanuel, Boutou connaît Fonserémo comme sa poche. Ça faut un chaud qui date du XVIIIe siècle. Il a fait la chaux pour l'agriculture, pour le ciment, pour les usines, pour le cycle à venir plus blanc. Et puis ça a venu tomber en désuétude. L'aventure continue. Ici, c'était une ancienne décharge publique. Aujourd'hui, la nature a pris possession des lieux. Toute décharge là, à un moment donné, c'était pas en l'air là. Léo fait les options de décharge là, quoi. J'étais obligé de faire un mort assez spécial où toute GIA qui a sorti en décharge là, qui a tombé en mort là, quoi. La visite s'achève sur cet immense bloc de pierre. Haut de 74 mètres, c'est le point culminant de Fonserémo. Le bloc calcaire a émergé, comme M. Avocat dit, ça a fait 25 millions l'année, mais il a continué là à peu près sur 100 mètres de longueur, comme ça, où nous pouvons observer différentes érosions d'îlots et puis calcaire là, quoi. Aujourd'hui, chauves-souris et végétation sont les seuls occupants de ce lieu mystérieux. Là, c'est l'humidité qui fait pousser des algues vertes sur les calcaires. Fonserémo est aussi connu pour son côté magico-religieux. Par le passé, il était fréquenté pour sa mare aux vertus guérissantes et par de nombreux séanciers. Et même lorsque le temps n'est pas franchement de la partie, on peut s'arrêter à Tartane, visiter l'une de ces structures hôtelières. Justement, on en a choisi une assez récente. Nous sommes au French Coco avec son responsable de conciergerie, voilà. Philippe Routin. Expliquez-nous d'abord ce que ça veut dire, responsable de conciergerie. En fait, c'est la personne qui est responsable de toutes les demandes des clients bien avant qu'ils arrivent. Comme ça, dès qu'ils arrivent dans l'hôtel, on peut suivre en fait leurs demandes et surtout reformuler avec eux et au moment du départ, être sûr que le client soit content. Alors vous avez un établissement qui est, je le disais, assez récent, il n'y a pas longtemps que c'est créé. Ça se situe dans l'hôtellerie un peu de luxe quand même. Voilà, alors donc, nous, effectivement, on n'a pas gradé cette nomenclature-là, donc de luxe. On est un hôtel de charme. C'est-à-dire que c'est vraiment un hôtel petit, donc 17 suites dans 1 hectare de jardin et on prend le temps de s'occuper des gens. S'occuper des gens, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vraiment, dès que vous allez arriver, comme je disais tout à l'heure, on va vraiment se coller à votre envie, à votre vision de votre séjour. Alors on a vu qu'il y a des plantes aromatiques, ce qui apporte un plus au cadre. Voilà. Et puis bon, on a vu un petit peu quelques images, la piscine, voilà. L'intérieur, le bar, tout ça. On sent qu'il y a une volonté de se retrouver, de faire en sorte qu'on se retrouve dans un milieu naturel. Exactement, un vrai cocon, et j'appelle ça avec les propriétaires une coulée verte. C'est-à-dire que depuis le monde qui est derrière l'hôtel jusqu'à la plage dans la brèche, vous avez une coulée verte, donc c'est de la verdure, et le client est niché dedans avec cette volonté d'aller vers le côté zen en fait. Et comment en ce moment, à quel point vous en êtes d'un point de vue touristique, la période, comment elle est? Alors c'est une bonne période pour nous, sachant qu'on a ouvert le 1er juillet 2016. On a une occupation très respectable par rapport à notre récente ouverture. Sachant en plus que Tartane bénéficie par son emplacement et sa qualité de vie d'une exposition exceptionnelle. Donc on profite de cela, et ainsi que les restaurateurs du coin. Alors justement, Tartane, parlons-en. Ça a été de très longtemps un quartier pittoresque de Trinité, avec ses marins-pêcheurs, les marchands de bonbons, voilà, les marchands de pistaches. On a l'impression qu'aujourd'hui, Tartane a un peu perdu de cette authenticité. Alors pour les vrais Tartanais, non, puisqu'on a les bonnes adresses. Il y a la dame qui fait le sorbet pas loin de la Tartanaise, de la petite Maison Bleue. Mais en même temps, effectivement, je dois reconnaître que Tartane a un petit peu changé. Donc, c'est plus un endroit de passage. Les gens vont s'arrêter pour profiter de la plage, pour aller au Windy Château du Buc, mais vont peut-être moins apprécier le Tartane profond, comme j'appelle. Très bien. Voilà. Est-ce que vous trouvez que cette commune Trinité a gardé son attrait touristique? Ah oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans différentes parties de la Martinique.
Je prends l'exemple de la Pointe du Bout, qui est l'antithèse de Tartane. Mais c'est surtout ici, à Tartane, en fait, on va dire que le maire, j'ai rencontré avec Madame Charlec aussi de l'Office du tourisme, ont su garder cette empreinte quand même tartanaise. Voilà. Très bien, parlons de... Alors, French Coco, pourquoi vous avez appelé votre établissement ainsi, French Coco? French Coco, je rends à César ce qui est à César. C'est une directrice, Madame Suzy Corollet, qui a démarré avec nous ici, qui dansait donc le French Cancan, qui a voulu rendre hommage à cette partie de sa vie, au Lido, et qui a donné donc comme nom French Coco. D'accord. Lorsqu'on vient à Tartane, qu'est-ce que vous conseillez à vos visiteurs? Alors là, on a 3 points importants. Déjà, nous sommes sur une réserve naturelle. Donc déjà, aller voir les ruines du Château du Buc, de faire beaucoup de randonnées. On a des points de départ de randonnée à côté de nous, la petite et la grande Caravelle. Et n'oublions pas aussi l'usine du Galion à visiter. Oui. D'accord, très bien. Pour cette fin d'année, vous avez prévu des choses, ou peut-être les grandes vacances. Il y aura aussi le Tour des Yoles qui va passer juste en face. Exactement, donc on profite. Alors on n'a pas de vue mer de nos suites, c'est voulu par la nature, parce qu'on est niché dans la verdure. Mais à 300 mètres, il y a l'anse de la Brèche et on a prévu d'emmener les clients. Donc quand il y a un Tour des Yoles pour voir, pour le vivre de l'intérieur. Et en même temps, pour les grandes vacances, comme c'est un hôtel pour couple, surtout, on va faire des offres qui vont permettre aux clients de venir et de s'extirper de la routine habituelle. Les Martiniquais trouvent également leur place, sauf que côté portefeuille, ça ne doit pas être donné. Ce n'est pas donné, mais effectivement, nous avons différents types d'hôtels pour différents types de publics. Mais c'est vrai que celui-ci s'adresse donc plutôt pour des couples qui ont envie de prendre le moment égoïstement, rien que pour eux, en laissant les enfants pour maman, papy, tonton, et de vraiment vivre une expérience unique dans un endroit qui vous oblige à revenir recharger. Voilà, dépaysement garanti. Donc, merci Philippe Rotin de nous avoir accueillis dans votre merveilleux cadre. Merci quant à vous de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune. On se quitte sur quelques images. Voilà pour votre JT des communes de ce samedi, retour du JT des communes à partir de lundi. Restez avec nous à suivre Sport Week-end avec Harry Chassol. À tout de suite.